Bonjour à tous, je suis Caroline Canedisser, je travaille à l'hôpital Bichat. Je suis généticien moléculaire et on nous a demandé d'intervenir aujourd'hui sur les téloméropathies. Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent un peu ce que ça peut être et qu'est-ce que ça a comme rapport avec les maladies vasculaires du foie. Je pense que rien que dans le terme, vous vous dites qu'il y a une histoire de télomères là. Et en fait, je pense que vous connaissez en fait certaines de ces maladies. Alors la plus ancienne avait été décrite, c'est la dyskératose congénitale. Je ne sais pas si vous connaissez cette entité qui a plutôt un diagnostic pédiatrique. Et on va avoir dyskératose congénitale, vous voyez, ça a décrit des signes cutanés. Il y a une triade cutanée qu'on retrouve la plupart du temps, mais pas tout le temps, qui est représentée en haut avec une dysplasie inguéale, une leucoplasie et des anomalies de la pigmentation. Alors vous dites, on est loin du foie. Ça, on était en 1998, il y avait cette entité très particulière et il y a une insuffisance médulaire aussi qui est très importante. Finalement, au cours des années, on s'est rendu compte qu'en fait, la dyskératose pouvait prendre des formes un peu plus mild et les gens ont appelé ça les cryptiques variants. Finalement, vous verrez à la fin de notre exposé et puis aussi celui de Raphaël et de Flore que finalement, ils ne sont pas si cryptiques que ça puisque finalement, ces formes qui peuvent sembler plus modérées, finalement, sont les plus fréquentes par rapport à la forme très typique qui a été décrite au départ. Et puis, je ne peux pas ne pas vous parler de la forme très très sévère qui a un nom assez barbare qui s'appelle le syndrome HH ou Hierl-Reidarson, où en fait c'est juste une dyskératose très sévère. Finalement, c'est les mêmes gènes. En fait, après, juste sur l'hérédité, on aura plus des mutations bialléliques. Ça va toucher, en fait, c'est un diagnostic souvent très précoce avec donc un phénotype extrême. Il y aura les signes cutanés, l'insuffisance médulaire, il y a une hypoplasie cérébelleuse. Voilà, donc c'est la forme très sévère, mais finalement, et tout ça, en fait, c'est les mêmes gènes. Téloméropathie, on est donc, je veux bien, vous avez compris, c'est une maladie qui va toucher les télomères. Alors les télomères, je n'ai pas besoin de vous rappeler en fait qu'on c'est à l'extrémité des chromosomes, c'est des séquences répétées et qui sont indispensables pour maintenir l'intégrité du génome. Et puis, alors, je vais essayer de vous familiariser avec ce schéma. Vous savez certainement en fait, que les télomères diminuent de façon tout à fait naturelle avec le vieillissement. Et donc, représenté sur cette courbe, on va avoir la taille des télomères en fonction de l'âge. Donc, vous voyez qu'il y a une diminution, donc plus on vieillit. Cette représentation en fait, de ces différentes courbes, vous voyez donc la courbe rouge est à 99% et la bleue à 1%. Finalement, on a représenté ici les percentiles. En fait, il nous faut des normes, puisque finalement, comme vous le savez, on cherche toujours à rapporter dans une population en général, comment est la taille des télomères des individus. En fait, c'est une donnée qui est très variable. C'est ce que vous voyez en fait ici, puisque finalement, là sur leurs données, on a des KB. Donc, pour un individu, vous voyez, on va varier de 4 KB, ce qui est beaucoup. Bon, c'est un peu schématique, mais je suis un peu obligée de passer par là. Et donc, la technique de référence pour mesurer les télomères, c'est ce qu'on appelle le flow fish. Donc, les gens qui font cette mesure ont mesuré en fait 500 témoins pour voir donc, dans la population générale quelle taille on attend. Et finalement, pour exprimer chez les individus si une taille de télomère est pathologique ou pas, on va dire, donc ça aussi c'est ce qui circule plutôt dans la littérature, qu'un patient qui a une téloméropathie, donc avec une anomalie quantitative des télomères, doit avoir des télomères qui sont inférieurs au premier percentile. Ça veut dire qu'il a les télomères les plus courts de 1% des contrôles du même âge. D'accord ? Donc on est sur les plus courts. Et ici, donc à 99%, on est sur les individus qui auront les télomères, 1% des télomères les plus longs. Donc, les patients qui nous intéressent et dont on parle aujourd'hui sont les individus qui vont avoir donc, une anomalie de la taille des télomères. Et puis, cette diapositive est vraiment très schématique puisque, bon, vous imaginez bien qu'on pourrait peut-être trouver un phénotype pulmonaire chez des gens un peu plus jeunes. Mais voilà, Marie Armagnos, qui connaît très bien ce sujet, a représenté ça. Donc, les gens... En fait, on a plusieurs atteintes dans les téloméropathies. On a des atteintes pulmonaires, on a des atteintes hématologiques et des atteintes hépatiques. Ce qu'on connaît très bien finalement, c'est les maladies pulmonaires et donc, je ne sais pas si vous savez, mais la fibrose pulmonaire c'est plutôt une maladie du sujet âgé et donc dans les fibroses pulmonaires familiales, on a un excès de mutation dans les gènes qui jouent un rôle dans la maintenance des télomères et les individus vont avoir des télomères au premier percentile. Si on veut un petit peu conceptualiser, on se rend compte que des individus un peu plus jeunes peuvent faire aussi une maladie hépatique et ont des télomères finalement plus courts puisque là on est ici plus court que le premier percentile pour le même âge. Ils vont faire une maladie hépatique. Et vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, la maladie des téloméropathies, donc plutôt chez les enfants, quand on fait un diagnostic pédiatrique, on est plutôt sur des maladies immuno-hématologiques avec des déficits immunitaires et de la dyskératose congénitale. Alors après, bien entendu, on a déjà eu des cas, d'ailleurs, aussi avec le centre de référence ou d'autres, où un seul individu va cumuler en fait les différentes atteintes.
Alors pour vous peut-être être un peu plus pratique et vous présenter une famille un peu typique que Flore connaît bien. Donc on a ici une jeune femme en fait qui avait été prise en charge pour une aplasie médulaire, qui a un diagnostic à 28 ans, ce qui n'est pas jusque-là suggère spécialement donc une aplasie constitutionnelle. Mais quand même, au moment de l'examen clinique, on voit qu'elle a une canicie précoce. Alors canicie, je vous ai évoqué tout à l'heure que dans la dyskératose, il y avait une anomalie de la pigmentation. Canicie, c'est cheveux blancs précoces. On dit souvent cheveux blancs précoces avant 30 ans. Et ça, c'est vrai que je pense que Raphaël et Flore reviendront là-dessus. Dans les patients qui ont des téloméropathies, on retrouve souvent ce signe qui peut être apprécié assez facilement ou par l'interrogatoire. Donc cette jeune femme a une aplasie médulaire, elle a aussi des signes d'hypopigmentation, et finalement, lors de l'interrogatoire de l'histoire familiale, on retrouve, vous voyez, ces atteintes en fait, qui suggèrent la téloméropathie, avec un père qui a une fibrose pulmonaire et une canicie précoce qui demeure, et vous, peut-être ce qui vous intéressera plus sur la génération des grands-parents, des cancers du foie relativement jeunes, alors c'est pas très documenté, je suis désolée, qui étaient déjà décédés du coup au diagnostic du cas index, et puis dans l'autre branche, donc elle a un cousin qui a aussi une aplasie médulaire et qui a une canicie précoce. Et donc, donc on va faire un diagnostic moléculaire, on va rechercher des mutations. Je veux bien. On va tomber sur, quand on a identifié une mutation de TERT. Alors, c'est dans la diapo d'après, tous les gènes. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le nom des gènes qui vous importe, mais plus le concept et qu'est-ce qu'on fait face à ces maladies où vous allez voir, elles sont assez sévères. Et en plus, on a des choses un peu compliquées sur l'hérédité de la taille des télomères. Alors, TERT, vous savez que c'est un gène qui code pour l'activité enzymatique de la télomérase. On a ici une mutation donc, qui transforme un acide aminé en un autre à l'état hétérozygote. Et vous voyez que là, cette jeune femme a la mutation à l'état hétérozygote et son cousin qui est malade là aussi. Mais c'est pas grave, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais noté, la taille des télomères a été mesurée et donc ils ont la taille des télomères raccourcie. Si vous voulez, on abordera peut-être le présymptomatique tout à l'heure dans le cadre du conseil génétique. La taille des télomères, peut-être un point important que j'ai oublié de vous dire. Donc nous, à l'hôpital Bichat, en fait, on fait le diagnostic moléculaire, donc on fait la génétique à partir d'un tube DTA. Et à Robert Debré, en fait, il y a Élodie Lenné qui s'occupe de faire cette mesure, qui est assez compliquée. En fait, il faut des cellules fraîches, ça se fait en flow fiche. Et donc, dans le cadre de malades, éventuellement, où vous aurez cette suspicion, c'est possible de lui adresser des prélèvements, en la prévenant, bien sûr, parce qu'il faut prendre un rendez-vous, parce qu'il y a du préanalytique derrière pour le prélèvement. Alors voilà, ça c'est la longue liste de gènes, peut-être que vous en avez entendu parler, on a TERT et TERC, puisque TERC en fait c'est le composant ARN de la télomérase, et des gènes, donc DKC1 qui était le premier gène identifié dans la dyskératose, et des gènes, nous en tout cas les hématologues et puis les pneumologues connaissent bien, c'est PARN et RTL1 qui sont des gènes aussi de fibrose pulmonaire. Alors j'ai voulu être un petit peu, les téloméropathies ça peut être plusieurs maladies. Aujourd'hui, on va vraiment parler des téloméropathies qui entraînent une diminution de la taille des télomères. C'est celle d'ailleurs pour lesquelles il y a un lien qui a été fait avec les maladies du foie. Je voulais juste vous dire qu'en fait, on a une autre entité qui se rapproche en fait, de la dyskératose, qui s'appelle le Coats syndrome, où il y a des gènes qui jouent un rôle vraiment important dans le télomère et son maintien. Mais en fait, ces malades n'ont pas de diminution de la taille des télomères, et donc je n'aborderai pas aujourd'hui ce versant-là, mais c'est aussi une téloméropathie, mais qui n'entraîne pas un défaut quantitatif du télomère. Alors, je pense qu'au-delà des téloméropathies, vous êtes tous dans l'ère des nouveaux séquençages, de la nouvelle génomique, etc. Et donc, j'ai envie de dire qu'on va vers une complexification génétique, pas que dans les téloméropathies, et que nous, en tout cas, ça s'est observé même depuis 2015, il y a un papier qui avait montré que des individus ont le mauvais goût quand même d'avoir des mutations dans plusieurs gènes, et voilà, et puis on vous fait des panels avec beaucoup de gènes, et voilà ça. Donc une complexification, puis finalement, comme vous le savez, on trouve toujours des moyens sémantiques d'expliquer tout ça, donc on était plutôt sur du monogénique, parce qu'on mettait beaucoup de temps à vous rendre des résultats, donc on avait une variation en fait rare qui entraîne donc un risque important de faire une maladie. Puis je crois qu'on va aller vraiment tout doucement vers l'oligogénisme. L'oligogénisme qui est du coup pas le polygénisme, ça va être plusieurs variants qui ont des fois des effets un petit peu moins forts que ceux qu'on connaissait plutôt dans l'hérédité mendélienne et qui en s'associant entre eux confèrent un phénotype. Alors on vous fait des comptes rendus peut-être qui sont des fois un peu compliqués, mais parce que nous-mêmes on ne comprend pas toujours, mais je pense qu'ensemble on apprend. Voilà, mais c'est vrai qu'avec le temps on trouve un variant de ça, et voilà, c'est pas toujours très très simple, mais c'est probablement ça, les bases génétiques du plus grand nombre de malades. Et donc on va vers ça tranquillement mais sûrement à mon avis. Alors, les téloméropathies, on vous a dit que c'était un peu compliqué.
vous avez compris, hein, il y a un gène majeur qui va être un ou plusieurs qui vont être dans un gène qui joue un rôle dans la maintenance des télomères. On est sur une hérédité mendélienne. J'ai oublié de vous dire, mais on est un peu compliqué dans les téloméropathies, parce que des fois c'est dominant, puis des fois ça peut être récessif, tout simplement. Donc on peut avoir une mutation à l'état hétérozygote, et puis des fois, deux allèles, donc bialléliques, on va avoir des mutations plus sévères. Mais on est sur du monogénique. Et finalement, ce qu'on va constater, en fait, c'est qu'il y a une héritabilité épigénétique. C'est que ces individus qui ont des mutations, je vous ai dit, c'est associé à une diminution de la taille des télomères. Et donc, en fait, un individu qui a des télomères courts a tendance à transmettre à sa descendance des télomères plus courts qu'un enfant, un bébé du même âge. Et vous allez voir que cette hérédité nous complique un petit peu. En tout cas, nous, en tant que généticiens, et vous aussi, vous verrez les conclusions qu'on peut tirer pour les malades. Et juste, cette héritabilité épigénétique entraîne une anticipation. Vous connaissez peut-être d'autres maladies qui entraînent des anticipations génétiques. C'est les maladies avec, par exemple, l'instabilité de triplet. Et nous, donc, cette épigénétique de la taille des télomères entraîne une anticipation. Ça se voyait un petit peu peut-être sur l'arbre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vous verrez dans les différents exemples, ça se voit bien. Finalement, à chaque génération, les télomères de plus en plus courts et donnent des signes cliniques de plus en plus tôt et souvent de plus en plus sévères. Alors, j'en viens au point qui est un peu compliqué. Alors, juste peut-être, puisqu'on parle de généralité, ce n'est pas tous les malades, et heureusement, ce n'est pas toutes les familles, mais je pense qu'on doit tous s'interroger dans la communauté sur ce que ça pourra entraîner et observer peut-être ces familles plus et voir ce que ça va faire. Alors, tout simplement, encore un cas index ici qui présente une insuffisance médulaire, une hypoplasie cérébelleuse et une microcéphalie. Et sans surprise, les généticiens trouvent un variant dans TERC. Et trouve, vous vous souvenez de ma figure de Flofish, donc il a des télomères qui sont inférieurs au premier percentile. Jusqu'ici, tout se passe bien. Alors vraiment, très souvent, vous verrez, et ce sera peut-être aussi quelque chose de compliqué, quand on va typer les parents, puisqu'on fait une étude familiale, on type, et un des parents est porteur du variant et n'est pas malade. Ça, c'est très souvent le cas. On a ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. Et on le sait, c'est de plus en plus fréquent, et donc il faudra surveiller ses parents, ou des fois ils sont symptomatiques aussi. Et donc vous voyez, ici c'est le père qui a transmis la mutation, il a lui aussi des télomères très courts, et donc vous voyez la représentation, il n'est pas malade puisque on a un carré blanc. Ce qui a commencé à intriguer un peu les auteurs de ce papier, c'est que ici, vous avez une sœur, vous avez vu, qui n'est pas porteuse de la mutation de TERC, mais qui présente des signes que j'ai un peu évoqués tout à l'heure et qui suggèrent fortement une téloméropathie, puisqu'il y a quand même une hypoplasie cérébelleuse, on ne peut pas dire qu'elle est asymptomatique, et une microcéphalie. Et vous voyez, si on lui fait une taille de télomère à cette sœur qui n'a pas la mutation, elle a en fait des télomères qui sont au premier percentile. Alors, je suis désolée, j'ai fait plusieurs exemples, comme ça, je suis certaine que tout le monde aura bien compris. En fait, ce n'est pas lié que à TERC. Alors, je viens dans ce papier, en fait, de l'équipe de Colopi qui avait montré ça. On a la même chose avec TERT. Et puis, je m'excuse, peut-être je vous introduis notre jargon, peut-être que vous connaissez le mot phénocopie. La phénocopie, en fait, pour un généticien, c'est quand dans une famille, vous avez deux phénotypes semblables, vous pensez que les bases génétiques sont les mêmes, et finalement, en fait, ce n'est pas les mêmes bases génétiques. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure ici. On a ces deux enfants qui, finalement, pour nous, ont des signes de téloméropathie clinique, mais n'ont pas tout à fait le même génotype, puisque cet individu-là n'a pas la mutation. Là, cet exemple, c'est une mutation de TERC, et vous voyez encore, notre phénocopie, elle présente des télomères courts. Donc là, vous voyez, c'est une leucoplasie, c'est pas beaucoup, mais ça montre juste que quand même, cette diminution de taille des télomères entraîne des signes cliniques. Ce qu'on ne sait pas encore, en fait, et ce qui peut nous inquiéter, il faut qu'on soit vigilant là-dessus, c'est jusqu'où ça peut aller. J'ai oublié de dire, mais en fait, on le sait, et c'est écrit dans des papiers, même aussi dans de la littérature plus de pneumologues, ça a déjà été montré, en fait, que dans des familles aussi, il y a dans des fratries, cette hérédité de la taille des télomères courts peut entraîner un phénotype, on le sait. Après, ce qu'on ne maîtrise pas très bien, c'est pourquoi, est-ce qu'il y a d'autres variants génétiques à côté. L'environnement joue un rôle très important, bien entendu. Alors ça, c'est un autre gène de télomère. Ce que je trouvais intéressant juste pour ce gène, en fait, qui est le gène ACD qui code TPP1, on est toujours, je vous ai épargné tous les complexes protéiques, etc. Je voulais juste vous montrer que
Dans la littérature, il y a une notion très rigide, la dyskératose. Quand on pourrait dire avec Raphaël que quand on a essayé de publier les familles de fibrose pulmonaire, on nous a cassé les pieds en nous disant que nos mutations, ce n'étaient pas des mutations parce qu'ils n'avaient pas des télomères très courts. C'est juste pour vous dire que dans les générations, les premières générations qui ont les mutations de ces gènes, finalement, les phénotypes ne sont pas très sévères et on ne va pas toujours avoir des télomères inférieurs au premier percentile. Ce qui est très bien documenté ici, vous voyez, on a 5 générations. Pour arriver à la 5e génération, on a quand même une aplasie à l'âge de 8 ans. Mais finalement, si vous regardez la taille des télomères, à la 5e génération, on est inférieur au premier percentile, mais vous voyez la maman ici, qui elle a fait une aplasie à l'âge de 20 ans, a des télomères entre le premier et le 10e percentile. Et c'est pour ça que nous, souvent, nos générations qui ont des fibroses pulmonaires familiales, ils ne sont pas toujours très très courts, mais on est persuadé qu'ils ont une téloméropathie. Et ensuite, ils transmettent la mutation à leurs enfants, et là, ils présentent vraiment tous les signes d'une téloméropathie inférieure au premier percentile. Mais voilà, il ne faut pas être rigide sur cette histoire de percentile, c'est un peu compliqué, mais... Et voilà, et toujours vraiment pour vous illustrer cette hérédité en fait, de la taille des télomères indépendamment de la mutation, ce gène ACD il peut aussi être transmis de façon biallélique. Je vous ai dit, des fois, il y a des enfants qui héritent de 2 mutations de chaque parent. Là, sans surprise, je ne sais pas si vous voyez, il y avait une première paire de jumeaux qui a une maladie très sévère qui est le IRL-Reidarson, qui présente les 2 variants à l'état biallélique. Mais ce qui est surprenant quand on regarde la taille des télomères de cette paire de jumelles, c'est qu'ici, les jumelles qui n'ont 0 variant de ACD, donc qui n'ont pas eu en fait ni le variant de la mère ni le variant du père, mais ont hérité des télomères courts du père et de la mère, puisqu'en fait, non, je vous dis une bêtise, il n'y a que le père qui a des télomères courts. Et bien cette jumelle, vous voyez, elle est au premier percentile. Il n'y a qu'une des 2 jumelles en fait, qui a été typée, mais ce n'est pas grave, c'est juste le concept qu'on peut hériter des télomères courts sans la mutation, et on ne sait pas trop ce que ça fait. Et voilà, finalement, les papiers se succèdent, et puis tous les gènes, finalement, les gens ont réussi à identifier ces phénocopies qui nous inquiètent un peu. Ça, c'est une famille plus de poumons, mais ce n'est pas grave. Et juste, vous aviez ce cas index qui a ici la mutation et les télomères courts, et vous voyez ici sur une génération, on a un individu qui n'est pas porteur de la mutation, mais qui a les télomères très courts. Et, donc qui n'est pas malade pour le moment, mais à surveiller probablement. Alors, finalement, si vous avez cette suspicion et que vous nous adressez un prélèvement, Aurélie, à qui je lui ai dit qu'on avait une mutation, qu'elle m'avait adressé un prélèvement il y a pas longtemps, elle me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Bon, déjà, je pense que c'est quand même une consultation assez compliquée. Je pense que si vous avez quelqu'un qui est déjà malade, vous savez que vous pouvez faire le conseil génétique, mais je pense que quand vous irez ensuite faire l'étude familiale, vous aider peut-être d'un généticien, d'un conseiller en génétique, ou quoi, ça peut vous aider. Et surtout, je pense, le point primordial, vous avez compris que c'était quand même pas une très bonne nouvelle, globalement, pour ces familles, c'est proposer un entretien avec un psychologue pour qu'ils abordent quand même cette maladie assez sévère, qui donne en fait des phénotypes de plus en plus sévères. Finalement, ce qui est compliqué, c'est que vous allez dire que dans la descendance, il peut y avoir des maladies très sévères. On s'était interrogé aussi, vous savez peut-être, mais en génétique, des fois, sur certaines maladies très sévères, les gens disent, mais est-ce qu'il faut vraiment proposer un dépistage aux asymptomatiques? Dans la Corée de Huntington, parfois, on dit qu'il faut introduire des délais, par exemple, pour les gens, pour les asymptomatiques, parce que nous, on en avait discuté, on était allé à la Pitié avec Raphaël et avec Flore, on avait vu aussi le généticien de Robert Debré. On était assez persuadés quand même, finalement, tous ensemble, en discutant qu'il faut proposer un dépistage, puisque finalement, vous avez vu, on est quand même des maladies très sévères. Tout à l'heure, Raphaël et Flore vous montreront qu'en fait, quand les gens rentrent dans la maladie et qu'ils ont une téloméropathie, ça va assez vite, ça se dégrade assez rapidement. Et donc, par exemple, sur le poumon, on sait que tout simplement dire aux gens d'arrêter de fumer, c'est une première chose. Il y a quand même une pénétrance incomplète. Je ne sais pas si vous avez vu sur un certain nombre d'arbres, on a des gens qui ont la mutation, qui ont les télomères courts et qui ne sont pas encore malades, on va dire. Et donc, préconiser, faire des... Voilà, on peut probablement, pour certains, éviter qu'ils aillent vers la maladie. Voilà. Et puis, juste tout simplement, actuellement aussi, mais je pense que Raphaël va vous en parler, on avait aussi montré en fait, que les patients qui ont des mutations de TERK, par exemple dans le cadre de la transplantation pulmonaire, doivent avoir certains protocoles qui, par exemple, ne comportent pas d'Immurel, parce que sinon, après, derrière, ils font des complications hématologiques. Donc voilà, on est vraiment sur un génotype qui est important à faire. Et puis, voilà, alors je pense... vous avez bien compris que c'était quoi? On peut avoir des dyskératoses de transmission autosomique récessive ou des formes dominantes. Et voilà, on se retrouve finalement avec des patients, souvent, vous allez voir, des parents, des frères et sœurs, donc des patients mutés qui ne sont pas encore malades. Et vous avez aussi des frères et sœurs, des individus qui ont des télomères courts et vous ne savez pas trop ce que vous allez leur dire sur ce qu'ils vont faire. Donc,
Voilà. Et la dernière, mais en fait, reprend ce que j'ai dit. Je pense que voilà, il faut peut-être que dans le cadre de projets de recherche, et puis actuellement, vraiment, avec tous les cliniciens qui nous ont adressé des familles, on essaye de surveiller, de bien typer les familles pour les surveiller et essayer de mieux comprendre qu'est-ce que les télomères courts peuvent entraîner comme risque, voilà, pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention.